Bonjour à tous. Nous voici réunis aujourd'hui. Véronique Morin, leader de la pratique en gestion de changement chez Agenda. Il me fait très plaisir de vous accueillir pour ce 6e et dernier rendez-vous de la série Restons connectés, s'équiper pour la nouvelle réalité. On va parler aujourd'hui du comment on peut agir en leader coach bienveillant. Et voilà. Alors, comme c'est le cas depuis le début, on souhaite vous inspirer, vous soutenir, engager la conversation, susciter la réflexion. Et quand on parle de leader, on ne s'adresse pas juste aux gestionnaires, hein. Chacun de vous exerce une forme de leadership, alors vous pourrez certainement tirer profit de cette belle conversation. Donc, un bref rappel sur la formule de la rencontre. On débute par une présentation interactive entre nos conférenciers qui sera parsemée de quelques sondages. On vous interpelle, on veut vous entendre. Alors, utilisez l'espace Q&R qui est au bas de votre écran pour nous faire part de vos réflexions, vos commentaires. Si on n'arrive pas à répondre en direct, mais sachez que c'est pour nous une source d'inspiration pour nos prochaines éditions. Alors, n'hésitez pas à nous écrire. Je vous rappelle également que tous vos micros et caméras sont désactivés pour une meilleure expérience utilisateur. Et aussi, je vous invite à fermer un maximum d'applications sur votre poste de travail pour une performance optimale de l'outil Zoom. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'immense bonheur d'être accompagnée de notre présidente, Marie-Pierre Saint-Hilaire, que vous avez entendue au cours de nos rendez-vous précédents, qui partage sa vision et son expérience, toujours avec la même passion et la fougue naturelle, mais aussi avec générosité et authenticité. Allô, Marie-Pierre? Allô? Et pour compléter notre trio du jour, Jean-François Lavallée, qui est vice-président innovation et apprentissage expérientiel chez Agenda, qui accompagne équipes et gestionnaires dans ce monde de défis et de complexité, ou, comme il se plaît à dire, il est comme un enfant dans un magasin de bonbons. Allô, Jean-François? Bonjour Véronique, bonjour Marie-Pierre, bonjour tout le monde. Oui, un magasin de bonbons, j'aime bien ça. J'ai repris ton exemple. Donc, aujourd'hui, euh, on dit que depuis le début de l'aventure, Restons connectés, hein, on a souhaité accompagner les gens dans cette période de grande transformation qui a touché vraisemblablement toutes les sphères de nos vies. Un élément qui a toujours été au cœur de nos préoccupations, c'est vous, c'est nous, c'est l'humain. En tant qu'individu, en tant que membre d'une équipe, faisant partie d'une organisation, quels outils on pouvait vous apporter pour garnir votre coffre? Aujourd'hui, on boucle avec, on le souhaite, un message empreint d'espoir, je dirais, et d'optimisme. Comment assurer la continuité des affaires en gardant l'humain au cœur de nos préoccupations? Dans cet esprit-là, on avait une première question pour vous que je lance à l'instant. Quel est votre réflexe actuellement face aux événements? Pourquoi vous avez eu envie de poser cette question-là, Jean-François, Marie-Pierre? Moi, je pense que c'est intéressant parce qu'on a tous des façons de réagir aux événements, puis on réagit tous de façon différente. Puis je pense que c'est un peu de voir quels sont les réflexes des gens parce qu'on va voir lesquels sont peut-être plus appropriés, pardon, et lesquels sont peut-être un peu moins appropriés actuellement. Donc, c'est pour voir où sont nos réflexes en ce moment. Et en fait, aussi, je pense que depuis les dernières semaines, je ne dois pas être la seule, mais on voit vraiment poindre des points de vue différents sur les réflexes à y avoir, qui des fois m'ont agréablement étonnée, des fois m'ont fait réfléchir. Fait que je trouve que c'est une question là, tout à propos pour le sujet aujourd'hui. Vraiment intéressant. Puis on voit, ça va quand même rapidement, les résultats. On a déjà pratiquement 70% des réponses. Alors, je vais les afficher, si vous le voulez bien. Un petit pas à la fois, hein, le petit à petit qui se démarque, mais qui n'est pas très loin. J'analyse pour essayer de faire du sens. Mm-hmm. Étonné, surpris? Non, je pense que c'est ce qu'on constate de ce temps-ci aussi. Un peu à la fois, on essaie de comprendre. Il y en a qui font sa tête baissée aussi, puis il y en a qui sont plus en mode attente pour voir que la vague passe, si on veut. Donc, je pense que c'est des réflexes qu'on a tous, puis on va voir lesquels là-dedans qui sont peut-être plus intéressants dans la complexité. Tout à fait. Parfait. Donc,
est-ce qu'on part le bal? Est-ce qu'on est rendu là? J'allais dire, je vous laisse maintenant la parole. Bien, merci, ma chère. Je pense que la première chose qu'on peut faire, c'est remettre un petit peu le contexte. Donc, on va faire 3 choses. On va mettre le contexte, on va parler complexité. La deuxième chose, on va regarder un petit peu la posture. Puis la troisième chose, on va voir qu'est-ce qu'on fait là-dedans, comment on réconcilie humain et affaires à ce moment-là. Donc, le modèle qu'on vous propose aujourd'hui, c'en est un qui est extrait, qui est adapté du modèle de M. Snowden, qui est une référence dans la complexité. C'est un modèle qu'on utilise depuis quelques années chez Agenda, puis qui est un petit peu simplifié pour partir, pour créer un vocabulaire commun. Ce modèle-là dit entre autres une chose qui est qu'il y a 4 types de problèmes ou d'environnements possibles. Il y a les environnements simples, il y a des environnements compliqués, il y a des environnements complexes et il y a des environnements chaotiques. Actuellement, je pense que comme la majorité d'entre vous, on est en train de sortir du chaos, de ce qu'on pourrait dire en affaires de la crise. Donc, on vient de faire de la gestion de crise, on sort de cette crise-là. Je vous entends, il y a peut-être des industries qui sont encore là-dedans, si on parle de tout ce qui est des arts et spectacles, tout ce qui est de la restauration. Mais pour la majorité des entreprises, chez nous, Agenda, puis beaucoup de clients avec qui on est sorti, on est en train de sortir de cette crise-là. Et là, ce qui est fascinant, puis ça revient un peu à la question du sondage, on voit que beaucoup de réflexes qui reviennent à la surface, c'est les réflexes du compliqué. Et là, le compliqué, je vous donne 2 caractéristiques. Dans le compliqué, on connaît le résultat final avant de commencer. Ça, c'est une des premières caractéristiques. Et la deuxième caractéristique, c'est normalement, il y a une seule bonne ou meilleure solution. Donc, l'exemple que je donne souvent, c'est la construction d'un barrage. Pour construire un barrage, on peut faire la maquette du barrage avant même la première pelletée de terre. Donc, on connaît le résultat final avant de commencer. Puis, pour faire un barrage, bien, à la fin, en théorie, on espère qu'il retient l'eau. Puis, s'il ne retient pas l'eau, c'est comme pas un barrage. Fait qu'il y a comme une seule bonne réponse. Et ça veut dire qu'on est dans la résolution de problèmes linéaires, ça veut dire qu'on est dans la gestion de projets purs, et ça veut donc dire qu'on devrait être capable de dire qui va faire quoi, à quel moment, de quelle façon, sous quelle réglementation, etc. Et ça, c'est un peu, ça nous vient naturellement, puis on le voit que ce soit les journalistes, les dirigeants ou nos politiciens, à un moment donné, en tout cas dans les dernières semaines, on leur reproche de dire « Ouais, mais hier, vous nous avez dit ça, puis là, aujourd'hui, vous nous dites ça, puis là, moi, je veux savoir à quelle date ça va se passer, puis de quelle façon, etc. » Le problème, c'est pas parce qu'on se déconfine qu'on a les réponses actuellement. En fait, on les a pas, les réponses. Donc, on est encore dans le complexe. Et dans le complexe, si je vous donne 2 caractéristiques pour faire le penchant avec le compliqué, c'est l'inverse du compliqué. Dans le complexe, on ne connaît pas le résultat final avant de commencer. Et la deuxième caractéristique, contrairement au compliqué, il y a plus qu'une bonne solution. L'exemple le plus probant, je pense que je peux vous donner de ce temps-ci, c'est de voir comment les villes à travers le monde ont réagi face au COVID. Chaque ville a utilisé une approche différente, selon probablement la question de départ qu'il y avait ou l'hypothèse qu'ils avaient. Donc, si on parle au Québec, par exemple, on le sait qu'au Québec, notre système de santé, c'est notre point faible, disons comme ça. Donc, la préoccupation, ça a été de maximiser ou de protéger la capacité dans les urgences. Et à partir de là, toutes les décisions ont été prises en lien avec ça. Ailleurs dans le monde, comme en Europe ou un pays scandinave, en Allemagne, il semblerait qu'ils ont un système de santé qui est plus robuste que le nôtre, et ce n'était pas leur préoccupation. Donc, leur préoccupation a plutôt été de minimiser les décès, de maximiser la normalité, etc. Donc, chaque ville, selon son espèce de point de départ, son contexte, a pu prendre une stratégie différente pour aller de l'avant. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que là, nos réflexes de compliquer ne sont pas nécessairement les bons dans le complexe. Puis là, on va en parler après ça, comment on fait pour aller là. Puis, en passant, la complexité, là, on a l'impression que c'est tout nouveau, mais ça fait plusieurs années qu'on en parle, qu'on dit que le monde des affaires se complexifie. Puis je sais que Marie-Pierre, pour l'avoir vu en présentation, puis tout ça, ça fait plusieurs années que toi, tu en parles à ta façon de dire que le monde des affaires est beaucoup plus complexe qu'il ne l'était auparavant. Puis sur ça, je te laisse la parole pour nous parler de cette approche-là que tu vois depuis des années toi, dans ta pratique. Tu as tout à fait raison, Jean-François. En fait, quand j'ai vu ton graphique, je me suis sentie très interpellée. J'ai fait « OK, enfin, je comprends aussi le concept, là, tu sais, à un moment donné, on dit « Ah, ben là, c'est des opérations, c'est simple. » ou « Ah, on est en production, là, c'est bien compliqué, on se met à analyser, on veut optimiser et compagnie. » Quand on tombe dans le complexe, ben il y a des call to action qui sont un peu différents, tu sais. Donc, intuitivement, je pense qu'il y a plusieurs leaders, tu sais, aujourd'hui, on parle du leader bienveillant. Il y a plusieurs leaders qui, naturellement ou intuitivement, le font et qui naviguent et voguent dans ces niveaux-là sans vraiment le savoir. Mais le jour où est-ce que tu le sais, tu es capable beaucoup plus, comme boîte à outils, de pouvoir réagir.
Donc, effectivement, depuis déjà 2 ans, je traîne avec moi une slide de PowerPoint qui est celle-là, donc qui est relativement simple, mais qui veut, à mon avis, à moi, tout dire. On n'arrête pas de dire que, excusez-moi l'anglicisme, là, que nos leaders doivent être tech-savvy. Donc, nos leaders doivent être numériques. Et ça, c'est un combat là, qu'on prend chez Agenda depuis le tout début d'Agenda, depuis qu'on s'appelle Agenda le 9 mai 2017. C'est un combat, en tout cas, c'est une éducation de la société qu'on aime contribuer. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a des grandes influences qu'on voit depuis des années. On est dans le monde de la gestion de changement depuis 2005, au tout premier balbutiement. On est dans le monde de la formation et de l'éducation depuis 2000. Et c'est des choses, c'est des grandes influences qui déjà étaient à l'horizon. Donc, le mot complexité, tu vois, Jean-François était déjà là sans même qu'on se parle. Il y a une mutation rapide des marchés, etc. Il y a une société qui est de plus en plus connectée. Puis on le sentait, mais on ne le sentait pas tant au Québec par la force des choses où est-ce qu'on avait quand même un retard par rapport à la globalisation de façon importante. Moi, je me posais la question, quand est-ce que nous allions arriver à un mur où est-ce que nos leaders et notre société, notre gouvernement allaient devoir, et les universités allaient devoir se positionner par rapport à ces grandes influences-là qu'on fermait un peu les yeux. Il a fallu COVID pour pouvoir, je pense, réagir de façon plus intensément. Toutefois, il y a des grandes entreprises, des moyennes entreprises, des PME au Québec qui avaient déjà fait le pont là-dessus. Je veux vraiment faire un highlight là, sur les générations. Quand on parle de génération, moi, personnellement, j'aime pas taguer les baby boomers, les X, les Y. Là. Quand on parle de génération, c'est simplement plus pour dire que depuis 2019, c'est la première fois de notre vie qu'il y a 5 branches d'âge, finalement, qui travaillent tous ensemble. Ces branches d'âge-là, outre que les générations, ils ont des besoins de cycle de vie de l'employé qui aussi complexifient la responsabilité, à notre avis, de l'organisation puis même de la société par rapport à où est-ce qu'ils en sont. On le voit en COVID de façon très visible, les familles versus les personnes seules, les gens qui sont rendus à un âge plus avancé, qui ont des besoins différents. Donc, derrière tout ça, amène une complexité ou amène un leadership bienveillant ou un leadership coach complètement différent avec une fondation numérique importante qu'on voit maintenant. Donc, c'était mon petit clin d'œil pour dire c'est cool qu'on en parle maintenant. Je suis... Dans le malheur, il y a toujours des opportunités, mais ce n'est pas quelque chose qui est nouveau vraiment en date d'aujourd'hui, en 2020. Non, pas du tout. Je pense que l'homme de Cro-Magnon faisait face à beaucoup de complexité lui aussi à cette époque, à ce moment-là. Il a eu son lot Il a eu son lot, tout à fait. Alors, on était prêt pour une autre question, je pense, pour introduire le deuxième bloc, comme tu nous as présenté d'entrée de jeu, Jean-François. Alors, on veut demander aux gens, qu'est-ce que ça veut dire, la résilience, pour vous? Hein? Puis je trouve nos choix de réponse vraiment intéressants. Tu sais, on est fait fort. Persévérance. Toujours apprendre. Je pense que le message porte fruit, hein, Marie? Ça a teinté nos webinaires depuis le début. On est à notre 16e quand même. Et je parlais de trame de fond d'humain, mais l'apprentissage n'était pas très loin hein, dans notre souci derrière ça parce que je pense que tant qu'on apprend, on grandit. Mm-hmm. C'est sûr que si ça avait été à 0%, j'aurais dit notre impact dans la société est très mal. Guys, il va falloir revoir notre stratégie. Tu aurais eu un indice là, sérieux du moins. Ouais. Bel indicateur. Alors, les gens répondent vite, c'est vraiment super. Je vous partage à l'instant les résultats. Et toujours apprendre sort bon premier. Bon premier, effectivement. Puis persévérer envers contre tous. Puis c'est intéressant parce que là, vous avez mis le doigt sur 2 choses qui font partie de la résilience. Puis il y en a une, je dois toujours apprendre, qui n'est pas toujours là dans les définitions. Donc là, ce qu'on va faire, parce qu'on a dit qu'on sortait de la crise, on est dans du complexe, là, on essaie de voir quelle est la bonne posture, la bonne attitude pour être un leader bienveillant puis pouvoir bien avancer là-dedans. Donc, l'idée qu'on va prendre, ça va être celle de la résilience. Vous allez entendre, c'est un mot que vous allez entendre parler beaucoup dans les mois à venir, je suis convaincu. Puis qui est un petit peu, je ne vais pas dire en opposition, mais en traction vers la performance. Depuis 1950, la révolution industrielle, on a fait nos modèles d'affaires pour que nos entreprises soient très, très, très performantes. Le minimum d'input, un maximum de retour sur l'investissement. C'est super bien structuré, il y a
pas d'excès, puis on maximise la production. Sauf que quand il y a un petit grain de sable dans l'engrenage, souvent l'entreprise, c'est plus difficile, puis on le voit actuellement. Fait qu'on va parler de résilience, parce que c'est ce qui manque un petit peu. Puis résilience, je vous propose une définition socio-écologique et dans laquelle il y a trois aspects. Le premier aspect, mais c'est un peu ce qu'on a dit, être fait fort, rebondir sur un choc, c'est celui de la persistance. Donc, être persistant, dans ce que ça veut dire capacité à encaisser un choc, ça on le sait tous. Ça veut aussi dire, quand on parle dans les systèmes écologiques, d'être diversifié. Donc, un système écologique qui est très résilient, il y a une grande biodiversité. Et à l'inverse, quand c'est un système qui est peu résilient, il y a une pauvre biodiversité. Donc, avoir une diversité, c'est important. Être redondant. En aviation, on le sait, il y a de la double et de la triple redondance pour assurer la sécurité de l'avion, la résilience de l'avion. Sauf que de la redondance, on peut considérer ça comme du gaspillage quand on est dans la performance, parce que c'est trois systèmes qui font la même chose. Mais dans la résilience, c'est assez important. Et reconnaître la réalité, c'est-à-dire juste savoir accepter qu'il se passe quelque chose. C'est peut-être pas ce qu'on a planifié, ce qu'on a souhaité, ce qu'on voudrait, mais c'est quand même ça qui est là et on va essayer de s'ajuster à ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est très connu. Ce qu'on pense moins un peu quand on parle de résilience, qui est l'aspect numéro 2, c'est la capacité d'apprendre. Et là, avec Marie-Pierre, ben, on est dans la bonne place pour ça, de toujours apprendre à apprendre. Pas juste apprendre une compétence, mais apprendre la compétence de continuer à apprendre. Et aussi important dans la complexité, d'apprendre en temps réel. Et ça, c'est une distinction entre le compliqué et le complexe. Dans le compliqué, on a tendance à apprendre à la fin du projet, nos fameux post-mortem. Une fois que tout est terminé, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé. Dans la complexité, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, bien, il faut apprendre à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, pour pouvoir faire la troisième étape, qui est la troisième étape de la résilience, qui est être transformant, innovant. Et on veut dire tout simplement ici sa capacité de s'adapter à ce contexte-là, à cette réalité-là. Donc, l'idée de la résilience incorpore ces trois aspects-là. Et puis, quand on a ça, ça nous permet d'avoir une posture qui est un petit peu différente qu'on a d'habitude dans la complexité. Puis, en parlant de résilience, c'est intéressant parce qu'en préparant ça avec Marie-Pierre a dit, c'est drôle, moi, j'ai vraiment changé ma perspective ou ma perception de ça parce que soit il manquait des bouts où on mettait trop d'emphase sur un morceau, puis souvent, on a tendance à très axé sur persistant, mais ce n'est pas suffisant. Fait que peut-être nous partager, Marie-Pierre, le switch que tu as fait, toi, pour toi, quand tu parles de résilience maintenant, aujourd'hui. Oui, tout à fait. En fait, puis bon, avant d'être une leader ou une développeuse d'affaires ou une passionnée de la formation, je suis une entrepreneur en premier lieu. Là. Je pense que c'est comme clair et ça me colle à la peau. Donc, c'est sûr que la persistance, la détermination, ne jamais lâcher prise, tout ça faisait partie de mon vocabulaire fois 1000. Durant la crise, ce que je me suis rendu compte, puis notre chef des opérations, à un moment donné, m'a dit un truc qui m'a vraiment résonné, puis j'ai fait « wow ». Il m'a dit, tu sais, Marie, tu as des grandes qualités, mais il y en a une que tu n'as pas, c'est la capacité de lâcher prise. Là, j'ai fait, c'est-tu une capacité, lâcher prise? Bien, la réponse est oui, parce qu'effectivement, une fois qu'on encaisse le choc puis qu'on y va comme un tank puis qu'on avance, c'est pas nécessairement juste d'être stratège, de se poser les bonnes questions ou de reconnaître la réalité puis de faire avec. C'est aussi de savoir lâcher prise au bon moment pour être sûr de ne pas mettre énormément d'énergie sur quelque chose qui finalement n'est pas sous notre contrôle. Donc, il y a toute une notion là, de contrôle derrière que j'ai fait comme, OK, j'ai voulu tester des trucs. Donc, en fait, moi, je trouve que c'est un gros laboratoire. Jean-François, on l'échangeait aussi. Actuellement, la vie est un gros laboratoire pour moi, pour Agenda. Évidemment, on est des tripeux de transformation. Fait qu'on se dit, wow, ça va être quoi la prochaine étape? Mais pour moi, ça m'a parlé beaucoup. Puis je fais un lien avec ça sur ce qu'on appelle, puis ça a commencé en 2012, encore là, je faisais des petites recherches hier quand mes collègues me disaient, je pense qu'il faudrait que tu creuses un peu sur, quand tu me parles d'un leader extrême, c'est quoi? Ça existe depuis 2012. Vous allez voir là, dans le marché, les grandes universités, les grandes écoles vont vous parler de extreme leader, qui est vu comme très, très radical. Mais dans la vraie vie, un leader qui est extrême, c'est quelqu'un qui est capable de générer et de faire une gestion de son énergie de façon excessivement efficace pour justement être persistant à la bonne place. Puis son but est plus gros que nature. Donc, c'est pas juste de dire, OK, je suis un leader extrême parce qu'il faut des solutions extrêmes dans un temps extrême. C'est beaucoup plus d'être excessivement intelligent et stratège à utiliser ses forces et d'énergie, les forces d'énergie de son groupe pour être capable d'atteindre un but encore plus grand. Fait que là, il y a toute une histoire dans le leader bienveillant qui me parle d'authenticité,
maturité, d'expérience, de la capacité de faire travailler les autres, de rebondir, d'avoir une intention qui est beaucoup plus grande qu'il l'était avant. Mais ça, pour ça, il y a beaucoup à apprendre parce qu'un leader extrême apprend à apprendre, à être persistant au bon moment, apprend à apprendre aux autres, réfléchit avant d'agir, mais pas trop. Donc, il y a, à mon avis, dans le marché, il va y avoir un besoin de passer cette étape-là, surtout dans le déconfinement, tout ça, pour avoir certains leaders extrêmes dans le marché, dans la société, que je commence à voir d'ailleurs, qui vont nous aider à passer aux autres étapes. Super intéressant. Une notion de extreme leadership. J'avoue qu'hier, hein, on challengeait un peu l'idée. On se demandait, ça venait d'où? 2012? Je suis étonnée. Ouais, moi aussi. Alors, après cette belle définition de la résilience, j'avoue que moi, j'ai trouvé ça très instructif. On avait une autre question pour nos participants. On vous demande, selon vous, qu'est-ce que vous devez faire pour avancer dans l'inconnu? On a mis quelques choix de réponse, mais comme toujours, si vous avez envie de nous partager vos idées qui ne sont pas dans les choix de réponse, n'hésitez pas à utiliser l'espace du Q&R pour nous en faire part. On trouve toujours intéressant quand vous venez bonifier ce qu'on vous propose. Alors, le message fait son chemin, hein, se mettre en mode apprentissage, on est en train de prendre la pole position. C'est sûr qu'on appelle ça en anglais, it's a loaded question. Il y a une partie de ça qui a comme une partie de la réponse dedans, mais il n'y a pas juste ça non plus. Ouais. On était un peu dirigé, mais quand même. Quand même. Bon, parce qu'il y a des éléments qui peuvent être intéressants. Tu sais, avancer dans l'inconnu, prendre une posture directive, on l'entend, les styles directifs. Je pense que c'est dans les premiers webinaires, on disait parfois c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, surtout en mode de crise. Parce qu'en crise, il faut réagir rapidement. Puis là, ça prend quelqu'un qui nous dit le building est en feu, toi tu fais ça, toi tu fais ci, toi tu appelles 911. Dans la complexité, être directif, ça peut avoir ses avantages, mais il y a peut-être une posture qui est plus intéressante aussi. Il y a quelqu'un qui nous a mis dans la question-réponse, Isabelle dit « lâcher prise » avec un petit clin d'œil. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce lâcher prise-là, tout à fait. Absolument, absolument. Alors, si on regarde où on en est, on a atteint notre seuil. Donc, je partage les résultats. Okay. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça nous dit que, en fait, moi, ça me dit qu'on est dans l'apprentissage et aussi la collaboration. Je pense qu'on soit en crise, pas en crise ou quoi que ce soit, les humains sont connectés. Les humains ont besoin de se sentir ensemble, connectés, intégrés, de sentir qu'ils valent quelque chose. Moi, c'est ça que ça me dit encore une fois, là, tu sais. Il y a quelqu'un qui a ajouté « être patient », Suzanne, dans les questions-réponses, disant « être patient ». Oh mon Dieu, ça, c'est une compétence que je n'ai pas mis que le leader devait avoir. Peut-être parce que ça résonne moins chez toi. On peut pas tout avoir. Fait que si on dit, puis suite à ça, donc si on dit qu'on sort du chaos, de la crise, on est dans du complexe, ça prend une posture résiliente, bien là, on fait quoi avec ça? Puis là, c'est pour ça que ça nous amenait vers ça ici. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est deux petites choses très simples, puis ça combine un peu des éléments qui ont été mentionnés. La première chose, c'est la notion de tout simplement avancer. Fait que oui, ça prend une patience, mais on ne peut pas juste attendre que ça passe parce que ça ne passera pas, c'est notre nouvelle réalité. Donc, toujours avancer avec la notion de ce que je dis souvent, la notion des petits pas. Qu'est-ce que ça prend dans l'inconnu pour que je puisse faire un pas en avant? Puis pour ça, on va s'appuyer sur une autre notion de complexité qu'on appelle la notion des possibles au pluriel adjacents ou des futurs adjacents. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Bien, ça veut simplement dire que là, au lieu de regarder 6 mois en avance, qu'est-ce que ma compagnie doit être, 1 an et demi, je peux dire, bien, en ce moment, là, quand je regarde là, demain, sur quoi je peux pivoter demain. Donc, si j'ai un choix à faire, je suis à un certain endroit, puis Véro, si tu pouvais me passer la prochaine, merci beaucoup. Donc, je suis à un endroit X, et là, j'ai des options pour mon futur adjacent, mon demain, qu'est-ce que je fais? Puis j'en choisis un. Donc, je vais en choisir un seul. Et puis là, bien, je vais réappliquer la notion de résilience. Je vais dire, OK, je vais regarder qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je peux faire. Puis là, c'est quoi mon prochain futur adjacent pour la journée d'après? Et puis, évidemment, il faut que j'apprenne et je m'ajuste pour pouvoir faire ça.
La plus belle analogie que je peux vous donner, c'est l'analogie, puis c'est quelque chose que vous avez tous déjà fait une fois dans votre vie, je suis convaincu, c'est tout simplement de traverser une rivière en sautant de roche en roche sans trop se mouiller. La nuance ici, c'est qu'on va faire ça un beau matin d'automne où il y a de la brume puis du brouillard sur la rivière, ça veut dire qu'on ne voit pas de l'autre côté. Et si on était dans le compliqué, ben, notre réflexe, ce serait de dire, ben, je vais attendre que le brouillard lève, puis quand je vais voir, là, je vais pouvoir tracer exactement pour être le plus efficace, le plus efficient, puis traverser le plus rapidement possible. Sauf que là, on est dans la complexité, puis il y a une grande part d'inconnu qu'il y a dans la problématique actuelle. Donc, ce qu'on fait dans les futurs adjacents, on dit, bon, mais c'est correct, je vais regarder c'est quoi la roche alentour, quelles sont les roches, c'est quoi mes options, puis je vais en sauter sur une. Une fois que je suis là, si je n'ai pas tombé, je vais réévaluer mon affaire, puis je vais dire, OK, je vais m'en choisir un autre, puis je vais continuer à avancer. Éventuellement, je vais relever le nez un petit peu, puis je vais regarder, bon, est-ce que le brouillard a levé? Pas encore. OK. Par contre, je vois beaucoup, beaucoup de belles roches à droite, il y en a beaucoup plus. Donc, ça, c'est une belle option. Fait que je vais revenir à mon quotidien, mon futur adjacent, mais je vais essayer de tendre vers la droite parce que je vois plus d'opportunités là. Puis je vais relever le nez à un moment donné encore, puis je vais dire, ah tiens, là, je commence à voir de l'autre côté. Fait que là, je peux commencer à reconnecter, on va dire, mon plan stratégique, si on veut, avec les initiatives que j'ai mis en avançant de petit à petit, pas, un pas à la fois. Donc, cette notion-là de faire un pas en avant, c'est vraiment une notion assez fondamentale. Puis là, dans les questions que vous aviez, oui, ça prend de la collaboration. Oui, il faut donner beaucoup d'autonomie parce qu'on n'a pas la réponse plus que tout le monde. C'est ensemble qu'on va la trouver. Mais il faut s'assurer que nos équipes font un pas en avant, parce que ça, c'est assez clé pour la suite. Puis en préparation, Marie-Pierre, quand on parlait de ça, elle a amené une notion que je trouvais très intéressante et une distinction entre le fait d'être stratégique et le fait d'être stratège. On est très fort dans la stratégie, mais là, il faut apprendre à être stratège actuellement. Puis je te laisse en parler un peu plus, parce que je pense que tu le définissais mieux que moi l'autre fois. Ben, oui, en fait, puis j'adore ton analogie des petites roches. Moi, je le fais pas parce que c'est sûr, je vais tomber à l'eau. J'ai fait ma carrière sur ma tête et non pas mes mains pour ceux qui me connaissent et ni mes pieds. Je suis un petit peu gaffeuse. Puis de toute façon, en fait, je me suis tellement mouillée dans ma carrière que finalement, peut-être que tes roches, Jean-François, j'aurais décidé de me mettre une paire de bottes de pluie puis d'être directement dans la rivière. Ça aussi, c'est des tactiques autres qui fonctionnent très bien. Mais oui, effectivement, le volet stratège a été pour moi, en fait, une révélation là-dessus. J'ai eu la chance d'être avec certains grands professeurs du côté de Washington puis Harvard dernièrement, où est-ce qu'effectivement, ils nous positionnaient, ils nous aidaient à nous positionner comme leaders sur les prochaines étapes. Puis, il nous disait, là, guys, c'est cool là, d'être leader, c'est cool de driver des organisations, tout ça, mais ce n'est pas le rôle du gouvernement de passer à un autre niveau notre société. Ça, c'est le rôle des organisations. Le gouvernement va pouvoir nous donner des sous. On le voit avec Trudeau, Legault, tout ça. Ils vont nous donner des sous pour nous aider à passer un peu la rivière, là, mais s'ils ne réinventeront pas, ils ne nous donneront pas le chemin pour se réinventer comme société. Fait que j'étais comme, wow! Puis là, il disait, il faut que vous deveniez des stratèges, des leaders stratèges. Donc, sortez de votre stratégie, planification stratégique. Tu sais, bon, je suis dans la stratégie et je suis dans l'exécution et 80% de la magie est dans l'exécution. Tu sais, c'est toutes des choses où est-ce qu'à un moment donné, on m'a vraiment drillé dans la tête pour ce bout-là. Puis là, on m'a ramené à un autre niveau disant, OK, un leader stratège, c'est quoi? Bien, en ce moment, au monde, il y a 5% de leaders stratèges parce que jusqu'à maintenant, on a voulu que des leaders ils puissent, ce qu'on appelle runner une business. Donc, gérer une business, s'assurer de faire collaborer les gens, aller chercher le meilleur des gens, les talents, le meilleur positionnement dans la société, dans notre industrie, tout ça, sur une planification stratégique 3 ans ou même 5 ans des fois. Et là, on fait, non, OK, là, on met ça un petit peu de côté. Ça, c'est notre patrimoine. Ça, c'est vraiment super. Mais là, sortez votre chapeau de leader stratège de petits pas pour vous poser la question actuellement, c'est quoi qu'il faut que je fasse? C'est quoi que mon équipe faut qu'elle fasse pour être capable de continuer à avancer, d'être dans l'action sans finalement geler et voir passer le train. Parce que les organisations actuellement qui se rétractent sur leur planification stratégique se disant OK, on va attendre dans 6 mois, 1 an, on va trouver un vaccin, tout ça, puis on va se rétracter. Mais le modèle d'affaires ne sera plus périn, étant donné que
tout autour, l'industrie et nos clients vont avoir changé. Donc, les clients nous poussent à changer, l'industrie nous pousse à changer, la globalisation nous pousse à changer, les nouvelles mesures aussi de distanciation, etc. Plein de choses qui vont rester, vont nous permettre de changer. Donc, le leader maintenant devient un leader qu'on appelle stratège. Donc, la complexité d'être un leader bienveillant, empathique devient plus grande et c'est là la notion là, de compétence, on en parle un peu plus tard, d'avoir une boîte à outils de leader coach. Pourquoi? Parce qu'un leader coach va poser des questions, va travailler ensemble pour trouver des solutions, va pouvoir se sortir de sa posture de coach à certains moments pour être plus directif, comme Jean-François le disait. Mais là, on rajoute comme vraiment toute une notion fondamentale de collaboration ou de trouver des solutions où est-ce qu'on ne pensait même pas qu'il y en avait. Churchill a dit, puis je devrais même me le tatouer sur le mur, c'est nous, ça, c'est Agenda, ne jamais dépenser une crise pour pouvoir passer votre organisation à un autre niveau ou la société à un autre niveau. Pour notre part, Agenda, quand la crise est arrivée, mes collègues pourront en parler, nous avons été excessivement directifs, moi et mon chef des opérations et notre VP du côté RH, pour être capable d'avoir un plan de crise. Moi, j'appelais ça un plan de guerre. Pour les gens qui ne connaissent pas notre chef des opérations, il a lui-même l'air d'un guerrier, donc on avait la bonne personne pour pouvoir animer tout ça. Et donc, on a été excessivement directif quelques semaines pour être capable après ça de réouvrir et de partir une multitude de projets sur lesquels nous avons été beaucoup plus en mode de coaching et en mode de leader coach et on continue à le faire. Donc, un leader stratège, un leader coach, un leader bienveillant, mauvaise nouvelle, à mon sens, ça prend beaucoup plus de temps et d'énergie pour le leader. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va beaucoup plus loin que si on reste dans une posture de leader de gestion de patrimoine. Et là, il y a tout un bout là, cet automne que moi, je veux vous amener sur les leaders et les professionnels qui réussissent le plus. Ce sont, oui, ceux qui s'adaptent le plus, mais c'est eux qui sont en mesure aussi de travailler leur énergie. Et donc, le concept du recovery, vous allez le voir de plus en plus sortir. Là, je suis amoncelée d'articles là-dessus parce qu'évidemment, quand tu cherches quelque chose sur Google, après ça, ils te le nourrissent allègrement, fait que je finis plus. Mais il y a tout un concept de l'athlète derrière une carrière qui fait en sorte que même si un leader commence à dire « je vais être bienveillant, je vais collaborer, je vais ci, je vais ça », il va s'épuiser. Donc, l'énergie, la patience qu'on a parlé, toute la connexion avec le petit pas, on va perdre finalement notre lien avec l'autre bord du... Puis là, on va être en mode sprint, pas sprint, et c'est là où est-ce que les organisations deviennent chambranlantes parce qu'ils se disent « OK, attends une minute, il faut que je me revienne à ma planification stratégique parce que c'est ça que je connaissais. » Et là, ils oublient le brouillard, et là, ils oublient la rivière, ils oublient tout, et c'est là qu'on perd un peu le nord. Super intéressant, Marie-Pierre. Puis tu disais, le leader, la bonne nouvelle, c'est qu'il va continuer d'évoluer et on avait identifié certaines compétences clés, je pense, dans cet esprit-là pour laisser peut-être à nos gens là, à garder en tête et à s'inspirer. Et tout à fait. En fait, étant donné que, évidemment, c'est le mot de la fin de Restons connectés de cette série-là, évidemment, on trouvait ça important de parler de compétences clés, étant donné qu'on parle d'agir en leader bienveillant. Puis, agir en leader bienveillant, là, ma plus grande recommandation, c'est de ne pas voir ça seulement sur le côté humain, mais sur le côté quand même où est-ce qu'on atteint des résultats avec le leader bienveillant. C'est pas parce qu'on est un leader humain, empathique, créatif, ouvert d'esprit, qui communique, etc., qui est dans l'humilité puis qui se dit écoutez, gars, celle-là, là, je la sais pas la solution, on va la trouver ensemble. C'est pas parce qu'on est comme ça comme leader qu'au contraire, nous n'avons pas une vision d'atteindre les résultats. Donc, c'est excessivement lié à des indicateurs de performance pareils, le nouveau leadership. Et derrière un leader bienveillant, moi, j'arrête pas de le dire. Je sais qu'il y a des collègues leaders qui m'aimeront pas là-dessus, mais moi, je dis toujours qu'un bon leader en 2020 est un leader tech-savvy, donc c'est un leader aussi numérique parce qu'on utilise la technologie derrière tout ce qu'on fait et la technologie va nous aider aussi d'avoir un volet leader bienveillant. Fait que dans notre boîte à outils, coach, des notions de coach, des notions numériques, puis après ça, des notions qui nous représentent humainement versus qu'est-ce que la machine n'est pas capable d'amener, l'intelligence artificielle n'est pas capable d'amener, c'est par là où est-ce qu'on s'en va. Et bien évidemment,
c'est là où est-ce qu'on a développé là, toute une série de parcours, une série de trucs pour accompagner tout l'Est du Canada là-dedans parce qu'on y croit fermement, étant donné qu'on voit des résultats depuis trop d'années. C'est juste que là, la bonne nouvelle, c'est que c'est plus populaire. Donc, ce qu'on ressort là, c'est des choses qui sont excessivement populaires aussi présentement chez nous. Donc, c'était un clin d'œil aussi de dire, il y a plein de monde qui se sont réveillés, il y a plein de monde qui investissent maintenant plus massivement dans les compétences et je vous en remercie parce que c'est comme ça qu'on va avoir un Québec fort. Mais, merci. On ne pouvait rêver mieux comme conclusion. Il nous reste quelques minutes. J'ai envie de vous proposer, si vous avez des questions pour Marie-Pierre ou Jean-François, de nous les écrire dans le question-réponse. On peut en prendre une ou deux selon ce qui va se présenter. Jean-François, je vois créativité et innovation dans les compétences clés. J'avais envie de te faire un petit crochet parce que, évidemment, tu travailles là-dedans au quotidien, toi, où tu amènes les gens à développer cet aspect-là. Moi, je trouve ça fascinant en ce moment parce qu'on n'en parle pas tant que ça de l'innovation. Puis je pense qu'on n'en parle pas parce qu'on la vit en ce moment. Puis l'innovation, on sait tout, c'est un mot qui est un peu galvaudé. Il est dans toutes les valeurs des entreprises puis tout ça. Mais c'est une chose, pour pouvoir en arriver à faire d'innovation, ça prend un peu tout ce qu'on a parlé en arrière. Puis vous voyez, il y avait des concepts d'innovation. Quand on a parlé de résilience, on a parlé d'apprendre, on a parlé d'adapter, puis on a parlé de trouver des nouveautés, de nouvelles façons de faire. C'est de l'innovation, ça. Donc, je pense que tout ce qu'on fait actuellement, pour moi, la beauté, c'est qu'on ne parle pas trop d'innovation, mais on la vit beaucoup plus qu'avant. Puis après ça, nous, ce qu'on fait, c'est juste d'aller mettre des mots puis de cadrer pour aider à faire du sens pour un bon anglicisme avec nos partenaires d'affaires. Mais je pense que la créativité et l'innovation est au cœur plus que jamais parce qu'on a de plus en plus d'inconnus. Tu sais, Marie-Pierre parlait de numérique, mais après le numérique, ça va être l'intelligence artificielle. Puis après l'intelligence artificielle, ça va être une nouvelle affaire. Puis à chaque fois, il va falloir se réajuster, se réadapter. Fait que je pense que c'est des compétences qui sont assez... En tout cas, c'est une des compétences qui est intéressante à garder dans son coffre à outils pour prendre l'analogie de Marie-Pierre. Absolument. On a une première question. Denise nous demande, selon vous, de quoi le leader coach a-t-il besoin pour faire des petits pas? Et Jean-François, ça c'est ta question à toi. Hein? Tu es en train de graffiner l'écran. Hein? Mon Dieu, être un leader coach, je pense que la plus grande difficulté, c'est d'accepter qu'on n'a pas la réponse. Je pense que ça, c'est ça. Moi, je suis un coach, je fais ça, je suis un coach certifié. Puis une des choses qui a été plus difficile, c'est de switcher, en bon français, de la réponse à la question. Parce que toute notre vie, on est équipé pour avoir des réponses. Parce que quand on va à l'école, il faut avoir la bonne réponse. Puis quand on est en business, on est bon quand on est des problem solvers, quand on a la réponse. Et là, arrivé là, il faut juste d'admettre, d'avoir la confiance en soi, l'espèce de posture de dire, je n'ai pas la réponse et c'est correct. Maintenant, il faut que je crée l'environnement en posant les bonnes questions pour susciter mon équipe ensemble à venir trouver cette réponse-là. Je pense que ça, là, c'est d'accepter qu'on n'a pas la réponse et que c'est parfaitement correct. Mais il faut quand même faire quelque chose. Il faut créer cet environnement-là dont Marie-Pierre a parlé pour permettre au reste de l'équipe de collaborer à trouver cette solution-là. Et tout ce qui est mentorat, donc Jean-François est un coach, moi je suis un bébé coach. Je suis en train de me certifier. Puis comme bébé coach, j'ai eu un choc intense par rapport au mentorat versus au coaching. Moi, je pensais que je coachais les gens en les mentorant, utilisant l'entièreté de mes expériences pour les amener dans le droit chemin. Mais le coach et le leader coach, et là, je pense que c'est là où est-ce qu'on peut être... il y a toute une magie, tu sais, on embauche des gens intelligents, et savoir écouter donne beaucoup plus de réponses que parler. Moi, j'aime parler, donc j'ai dû apprendre à me calmer là-dessus. Et donc, l'outil de coaching m'a aidé beaucoup là-dedans parce que être mentor, puis vraiment, justement, là, tu sais, donner les réponses pour les gens, se disant la prochaine fois, ils ne me reposeront pas la question ou ils vont faire la bonne chose. La réponse, c'est que ce n'est pas tant ça. Parce que quand on le dit et qu'on le donne, on dirait que c'est que les gens ne l'expérimentent pas ou en tout cas le vivent pas partout dans leur corps, dans leur tête, dans leur cœur, qui fait en sorte que 25% du temps, à peu près, ils ne reviennent pas à te dire « Ouais, mais donc, j'ai tel problème, qu'est-ce que tu ferais à ma place? »
quand je crois, et ce que j'expérimente présentement comme bébé coach, c'est que au contraire, je suis étonnée des chemins puis des solutions que les gens s'auto-trouvent. Des fois, ça l'entrechoque même mon bagage à moi, me dire, ben non, ça ne marchera pas. Et maintenant, je me tais parce que je me dis, attends une minute, peut-être que ça n'a pas marché pour moi dans un moment donné, dans une situation. Les conditions n'étaient pas les mêmes. Là. Exactement. Et je suis excessivement surprise et agréablement surprise de ce que ça donne. Et aussi, c'est que ça reste. Donc, l'équipe grandit beaucoup plus profondément. Donc, tu vas chercher une maturité d'équipe plus profonde. Par contre, ça prend plus de temps. Faut le comprendre. Là. Donc, être un leader mentor versus un leader coach, c'est sûr qu'un leader coach, tu travailles à long terme sur une équipe. Oui. Tu ne travailles pas sur une équipe pour 2 mois. Là. Donc, faire des petits pas, ça demande du temps aussi, hein? Puis, tu sais, il y a le coaching collectif là, qui, moi, m'intéresse grandement. Puis, je pense que c'est encore plus puissant, un leader coach dans la collectivité pour le groupe parce que là, tu travailles en plus non seulement la personne, mais tu travailles l'interconnexion avec les autres. Il y a une complexité, il y a un truc profond là-dedans qui fait des grands pas dans la business. Puis là, mentorer des groupes, ben là, tu as très peu de résultats par rapport à coacher collectivement des groupes. Hyper intéressant, comme toujours. Je vous lance une question, puis vous êtes partis pour 10 minutes. Oui, moi puis Jeff, c'est sûr. En plus, hein? Je passe rapidement. Là, on a eu quelques commentaires en disant qu'il faut se réadapter de plus en plus rapidement. Puis, quelqu'un qui fait un lien aussi, des fois, il est difficile de ne pas avancer parce qu'on manque de compétences. Donc, on fait le lien avec l'apprentissage. Hein? On a peur de manquer le bateau. Donc, comment aller chercher cet apprentissage-là? Mais on va, je pense, y contribuer avec ce qu'on a à vous annoncer. Donc, je veux vous remercier. Marie-Pierre, Jean-François. Cet échange a sûrement été des plus inspirants. En tout cas, il l'a été pour moi. J'espère que ça a été la même chose pour ceux qui nous accompagnent aujourd'hui. Ça conclut notre dernier Restons connectés de cette série. On va faire relâche cet été et on va vous revenir avec une toute nouvelle série à l'automne, encore plus inspirée et déterminée à vous faire avancer que jamais. En attendant, on a entendu votre besoin de voir, de lire, de consulter des contenus qu'on vous a partagés tout au long. On souhaite donc continuer à vous soutenir via une toute nouvelle plateforme numérique de contenu qui va être accessible la semaine prochaine. Yeah! Un beau projet, ça, qui fait partie de ce qu'on a lancé, Marie-Pierre. Alors, restez à l'affût de nos publications. Vous allez en apprendre plus sur cette nouvelle destination d'apprentissage qu'on vous propose. Je vous remercie, en terminant, de votre présence fidèle. Ça a été un immense bonheur pour nous tous. Je pense toute l'équipe qui a travaillé sur Restons connectés, de vous accompagner, d'échanger avec vous. On vous souhaite un super été. Profitez-en pour vous ressourcer et on a déjà hâte de vous retrouver. D'ici là, restons connectés. Messieurs, dames, merci. Une belle journée à tous.